La structure du cerveau humain est étroitement liée au comportement humain. Il est donc essentiel que les individus se familiarisent avec la structure et le fonctionnement de base du cerveau. Il existe 3 structures principales qui composent le cerveau reptilien, le système limbique et le néocortex. Le cerveau reptilien est responsable des fonctions de survie de base, telles que la réaction au danger. Le système limbique facilite les émotions humaines grâce à la libération de neuropeptides. Enfin, le néocortex est la partie la plus évoluée du cerveau et permet les fonctions supérieures de la pensée, comme la logique, l'intuition et la créativité. Chaque structure joue un rôle spécifique dans le comportement humain. L'équilibre entre les parties gauche et droite du cerveau est essentiel pour une véritable intelligence et une pensée éthique. Si la partie gauche du cerveau domine, le cerveau droit et le cerveau limbique sont déséquilibrés, ce qui entraîne une suppression de la conscience et des schémas émotionnels. En revanche, si la partie droite du cerveau domine, le cerveau reptilien s'éteint, ce qui conduit à une réaction émotionnelle plutôt qu'à une action défensive. La véritable intelligence implique une compréhension holistique et intègre la créativité, l'intuition, la compassion, ainsi que la pensée logique et l'attention. Le texte aborde le contrôle de la fonction exécutive du cerveau et affirme que si cette fonction est dominée par les émotions, la personne développe une personnalité soumise et naïve, une mentalité d'esclave. Il parle ensuite du schisme mental qui se produit lorsque l'individu a un déséquilibre cérébral et de la façon dont cela affecte la vision du monde et les relations avec les autres. L'auteur affirme que la société est actuellement dans ce schisme et que nous utilisons trop l'hémisphère masculin du cerveau, sans utiliser les capacités intuitives du côté droit. Il critique le scientisme, l'athéisme et le solipsisme comme des formes de déséquilibre du cerveau gauche, qui conduisent au relativisme moral et au darwinisme social. Ces idéologies sont également associées à l'occultisme noir et au satanisme. Finalement, l'auteur mentionne qu'un déséquilibre chronique du côté droit du cerveau conduit également à un manque de conscience et d'attention à ce qui se passe autour de soi. Le déséquilibre du cerveau droit conduit à la naïveté et à la croyance aveugle, en acceptant tout ce qui est dit sans vérification. Cela rend les gens vulnérables à croire en de fausses religions et à suivre les ordres des autres sans évaluer la moralité de leurs actes. Ce déséquilibre crée un esclave consentant. D'un autre côté, le déséquilibre du cerveau gauche conduit à un comportement psychopathe. Les propagateurs du contrôle mental maintiennent délibérément ces déséquilibres pour maintenir le contrôle sur la population. Le schisme mental se manifeste également dans la vision du monde, où la dominance du cerveau gauche mène à une vision dénuée de sens et dépourvue d'intelligence ou de but. Dans cette vision, la nature est considérée comme morte, sans esprit ni loi naturelle. De plus, la majorité des gens ont une vision relativiste de la moralité, mais croient en même temps en l'existence du karma sans pouvoir expliquer d'où il vient. Ainsi, pour ceux qui souffrent d'un déséquilibre du cerveau gauche, il n'y a pas de loi spirituelle ou naturelle et tout dans l'existence n'a pour but que de survivre. Cet individu pense que pour ceux qui ont un cerveau gauche déséquilibré, le bien et le mal n'ont aucune importance et il n'y a aucune raison d'en discuter. Ils estiment que tout est subjectif et se résume à ce qui est bon pour eux-mêmes en tant que déséquilibrés du cerveau gauche. Pour eux, il n'y a pas de but à l'existence sans un créateur qui en aurait fixé un. Ils considèrent que la survie est la seule aspiration suprême et que tout le reste est secondaire. Ils mentionnent également l'importance de la préservation du moi égoïque et des systèmes de croyances qui le servent. Cependant, ils s'opposent à cela, affirmant qu'il y a des lois plus élevées que la survie. Ils remettent en question la vision déterministe du monde qui rejette le libre arbitre et mène à une société de suiveurs aveugles. Ils critiquent le scientisme, l'athéisme, le totalitarisme et l'occultisme noir, les considérant comme des marques de fabrique de cette vision du monde. Ils reprochent également à certaines personnes leur exagération de l'intellect, affirmant que l'intelligence réelle comprend une vision d'ensemble et de la sagesse, et non seulement la capacité à théoriser et à calculer. Le débat sur la nature humaine a toujours existé et semble irrésolu. Certains pensent que les êtres humains sont contrôlés par Dieu et ne peuvent pas changer les choses, tandis que d'autres croient que chaque individu a le libre arbitre pour agir. Selon l'auteur, ces deux visions sont déséquilibrées et conduisent à une pensée d'esclave et à l'extrémisme religieux. Cependant, l'auteur propose une vision équilibrée en soulignant qu'il y a 2 composantes de la réalité, la composante déterministe, la loi naturelle, et la composante aléatoire, le libre arbitre. Il affirme que chaque individu a le pouvoir de décider de ses propres actions, indépendamment de son origine sociale, économique ou religieuse. L'auteur mentionne également les dangers du contrôle mental et des tentatives de manipulation du comportement humain par la technologie.
Il recommande de lire des travaux tels que ceux de José Delgado pour comprendre ces questions. En conclusion, pour l'auteur, la vérité se trouve entre ces deux visions extrêmes, et il faut établir un équilibre entre la loi naturelle et le libre arbitre pour comprendre la nature humaine. La nature d'un être humain est similaire à celle d'un ordinateur ou d'un autre dispositif technique. Chacun a une fonction spécifique. Par exemple, un ordinateur est conçu pour traiter des informations, un projecteur pour projeter des images et des caméras pour capter des images. De même, un être humain prend des informations, les traite et les exprime à travers son comportement. Il est important de noter que la nature humaine n'est ni intrinsèquement bonne ni intrinsèquement mauvaise. C'est plutôt les conditions de fonctionnement et l'environnement dans lesquels les êtres humains évoluent qui influencent grandement leur comportement et créent la condition humaine actuelle. Ainsi, plutôt que de parler de nature humaine, on devrait parler de la condition humaine. Comme un ordinateur ou un autre dispositif, les êtres humains sont programmables. Leur programmation se fait à travers l'environnement dans lequel ils évoluent, comprenant la culture et les expériences vécues. Cette programmation détermine les actions et les résultats produits dans leur vie. Plusieurs personnes fonctionnent de manière programmée, ce qui contribue à former la condition humaine dans son ensemble. L'analogie avec l'ordinateur se poursuit en expliquant qu'un mauvais formatage du système de fichiers peut entraîner des problèmes pour un ordinateur. De même, les premières années de l'enfance sont cruciales pour la formation d'un individu, étant comparées au formatage d'un disque dur. Les parents et l'environnement immédiat jouent un rôle essentiel dans la programmation de la personne à travers ce qu'elle observe et apprend. En résumé, la nature humaine est semblable à celle d'un ordinateur, dans le sens où les êtres humains sont programmables et leur comportement est influencé par leur environnement. La condition humaine est créée par ces programmations individuelles et collectives. Si une personne a un mauvais système d'exploitation, un mauvais environnement et une mauvaise culture, cela aura un impact négatif sur son fonctionnement et son résultat. Un mauvais logiciel, c'est-à-dire une mauvaise programmation, pourrait entraîner des problèmes tels que des plantages ou des affichages incorrects. Il est donc important d'avoir un système d'exploitation fiable et de travailler avec de bons logiciels. Tout cela contribue à la programmation et à la qualité des informations que l'on reçoit, ce qui influe sur le comportement et le fonctionnement de l'être humain. La qualité de l'information entrante détermine la qualité de l'information produite. Ainsi, si de bonnes informations sont intégrées, de bonnes informations seront produites. Il est donc nécessaire d'acquérir une connaissance appropriée et de comprendre les exigences pour obtenir de bons résultats. Le processus créatif consiste en 3 étapes: l'acquisition de connaissances et d'informations, la prise de décision basée sur ces informations, et enfin l'action concrète ou l'application de ce que l'on a compris. Il est essentiel de retenir et de filtrer les informations de manière éclairée afin de parvenir à une compréhension juste. La sagesse n'est pas seulement une connaissance ou une compréhension, c'est plutôt l'action qui découle de cette compréhension. La réalité que nous percevons est le fruit du comportement global de tous les individus, basé sur la qualité de leurs décisions et de leurs actions. Les conditions de notre société sont donc le reflet de la qualité globale de notre comportement. Ce processus de création est connu sous le nom de trivium, qui se compose de l'acquisition d'informations, grammaire, de la compréhension, logique, et de l'action, rhétorique. Il est également possible de le comprendre à travers l'analogie de l'informatique, où l'entrée, information, le traitement, prise de décision, et la sortie, résultat, mènent à la manifestation de notre réalité. Comprendre et maîtriser ce processus est essentiel pour façonner notre propre réalité et créer un monde meilleur. La méthodologie du trivium, qui consiste en un processus de découverte de la vérité, a disparu de la conscience publique. Peu de personnes ont même entendu parler de ce terme, et les résultats de recherche sur Internet renvoient souvent au groupe de heavy metal trivium. Les gouvernements et les institutions cherchent à écarter cette méthodologie des individus, afin de les maintenir dans l'ignorance de son fonctionnement. Dans le passé, l'apprentissage des langues anciennes comme le latin et le grec faisait encore partie du programme scolaire, et cela m'a permis d'enrichir mes connaissances linguistiques. Une anecdote intéressante illustre le rejet de la méthode du trivium par l'Empire romain. Dans un journal de guerre de Jules César, il condamne vivement l'un de ses centurions qui enseignait cette méthode à un esclave. Il considérait que si les esclaves comprenaient cette méthode, ils pourraient se rebeller. Les principes de la loi naturelle, qui sont les choses les plus importantes dans notre société, ont été relégués au second plan. Il est essentiel de remettre les principes au premier plan et de comprendre leur importance pour construire notre réalité de manière constructive plutôt que destructive. La chose la plus importante pour la plupart des gens est la famille.
Le lien familial est plus important pour eux que les principes. Cependant, il est essentiel de mettre les principes en premier pour que les relations familiales aient un sens et une valeur réelle. Les principes de la loi naturelle, tels que le mentalisme, la correspondance, la vibration, la polarité, le rythme, la cause à effet et le genre, sont les principes généraux qui régissent notre existence. Ces principes doivent être dévoilés et partagés avec le public, car il est urgent de les connaître pour éviter une détérioration de la société. Il est donc important de prendre la responsabilité de nos pensées, car elles mènent à la manifestation de nos comportements. Selon le principe de correspondance, nos pensées et émotions sont la force motrice derrière notre comportement, et pour changer notre réalité, nous devons changer notre façon de penser. Tout est interconnecté, le macrocosme, l'univers, et le microcosme, l'individu, se reflètent mutuellement. Notre réalité est holographique, ce qui signifie que toutes les parties contiennent la totalité, comme un hologramme. De plus, notre réalité est fractale, ce qui signifie que les motifs se répètent à différentes échelles. Le principe de vibration stipule que rien ne reste statique, il n'y a pas de repos absolu dans l'univers. Même la mort est une illusion, car l'énergie et le mouvement ne cessent jamais. Le mouvement des nuages d'électrons dans l'atome est chaotique et apparemment aléatoire. Rien n'est immobile, tout est en perpétuel mouvement et vibration. La matière n'est en réalité qu'une forme d'énergie vibratoire. Tout dans l'univers est composé de cette énergie vibratoire, qui se manifeste à différentes fréquences et formes. La solidité que nous percevons à notre niveau macroscopique est en réalité une construction spirituelle pour acquérir de l'expérience et grandir en conscience. Le principe de polarité stipule que tout a une double nature et que les opposés sont identiques en nature mais différents en degrés. Les opposés peuvent se rencontrer et se mélanger. Cependant, il est important d'avoir les pieds sur terre et de comprendre ces principes à un certain niveau de réalité physique. Cette compréhension provient en partie de l'Égypte ancienne, où la connaissance était symbolisée par la terre noire, d'où vient le terme alchimie. Ces enseignements ont été propagés dans d'autres régions, notamment par les mystères grecs. Il y a une dimension lumineuse et sombre dans ces traditions mystérieuses. Dans la tradition des mystères égyptiens, il est enseigné que la connaissance doit être utilisée avec sagesse et partagée pour élever la conscience humaine. Cependant, il y a aussi ceux qui cherchent à l'utiliser égoïstement pour leur propre bénéfice et pour contrôler les autres. Les oscillations et les rythmes sont des principes naturels présents dans tout ce que nous percevons, et ils peuvent être influencés par des niveaux de conscience plus élevés. Par exemple, la conscience peut jouer un rôle dans l'activation des gènes. Dans notre vie actuelle, nous faisons face à une tendance négative et nous devons faire des efforts supplémentaires pour changer la direction de la conscience. La loi naturelle est basée sur le principe de cause à effet, où chaque cause a son effet et tout est régi par des lois. Le libre arbitre existe, mais il ne peut pas ignorer les lois naturelles sans conséquence. Nous pouvons enfreindre ces lois, mais il y aura des conséquences. La loi de cause à effet, également appelée conséquentialisme, stipule que chaque action a des conséquences qui se produiront à un moment donné, même si elles ne sont pas immédiates. Cela signifie que nos décisions et nos actions génèrent des effets dans le futur. Cependant, il peut y avoir un décalage temporel entre la cause et l'effet, ce qui rend parfois difficile de reconnaître la relation entre eux. Le karma, par exemple, est une conséquence karmique qui peut s'accumuler par notre inaction face aux injustices commises par l'humanité. Si nous ne changeons pas notre façon de penser, de ressentir et de nous comporter, les conséquences négatives de nos actions seront inévitables. Dans le deuxième volet de la trilogie Matrix, le personnage du mérovingien souligne l'importance de la connaissance des causes qui ont conduit à notre situation actuelle. Sans comprendre ces facteurs de causalité, nous sommes impuissants à provoquer un changement. Le mérovingien affirme également que le libre arbitre est une illusion, mais il ne faut pas se laisser tromper par cette idée. Bien que nous ayons une part de libre arbitre, nous sommes également soumis à la loi naturelle et à ses conséquences. Nos choix sont ce qui met en mouvement la causalité, mais nous devons également prendre conscience des limites et des conséquences de nos actions. Il existe deux plans différents, celui des effets, où nous ne pouvons pas changer ce qui est déjà manifesté, et celui des causes, où nous pouvons influencer le futur en agissant différemment dès maintenant. Il est essentiel de reconnaître cette distinction et d'agir en conséquence pour éviter les conséquences négatives de nos actions passées. Il est important d'accepter que nous ne pouvons pas changer le passé et les événements qui se sont déjà produits. Le monde physique dans lequel nous vivons est le résultat de ces événements passés, et il est déjà formé. Nous sommes souvent piégés dans le plan des effets,
ce qui signifie que nous nous concentrons seulement sur les symptômes des problèmes et cherchons des solutions superficielles au lieu de comprendre les causes profondes. Par exemple, certaines communautés pensent que l'énergie libre ou la divulgation des ovnis vont résoudre tous nos problèmes, mais cela ne sera pas possible si nous ne changeons pas nos systèmes de croyances erronés et notre façon de penser et d'agir. Avant d'atteindre ce que nous voulons, nous devons détruire les structures de pouvoir existantes qui maintiennent l'esclavage et adopter la vérité et la moralité comme guide. Au lieu de nous concentrer sur le monde des effets, nous devons regarder le plan de la causalité, où tout se manifeste d'abord dans l'esprit, avant de devenir réalité. C'est dans le domaine mental que nous devons changer nos pensées, nos émotions et nos comportements si nous voulons véritablement créer un changement positif dans notre monde. Le plan de causalité est le lieu où les causes sont mises en mouvement avant de se manifester dans le monde physique. C'est dans ce plan que se trouvent les facteurs causaux qui précèdent les conditions manifestées. La conscience humaine doit s'éloigner du plan des effets, le monde physique, et se diriger vers le plan de causalité, le monde mental, pour comprendre les raisons et les facteurs qui génèrent les conditions manifestées. C'est là que réside tout le pouvoir d'affecter le changement. Malheureusement, l'humanité est souvent piégée dans le plan des effets et a du mal à se tourner vers le plan de causalité. Pourtant, c'est en comprenant et en changeant nos façons de penser, de ressentir et d'agir que nous pourrons réellement changer notre réalité. Cela implique une responsabilité de notre part. Le genre, qui se manifeste sur tous les plans de l'existence, spirituel, mental et physique, est également un aspect important à prendre en compte. Enfin, le 8e principe de la loi naturelle, le principe d'encapsulation, est ce qui lie tous les autres principes ensemble. Il représente le réceptacle dans lequel tous les autres principes sont encapsulés. Le principe génératif est essentiel pour que le changement se manifeste. Il est différent de la compassion et de l'amour, il s'agit de l'attention. Ce sur quoi nous nous concentrons génère et fait grandir ce à quoi nous accordons notre énergie. Il est important de savoir ce que nous nourrissons, car l'ignorance ne fera qu'alimenter le négatif. La véritable loi de l'attraction fonctionne en développant l'attention, la connaissance et l'action. Ces 3 aspects doivent être en place pour créer une conscience unitaire où nos pensées, émotions et actions sont alignées. Le cœur, comme le cerveau, est un générateur d'expériences. Ce que nous choisissons d'investir notre attention détermine nos pensées et nos comportements au quotidien. Le principe génératif est également représenté par le symbole du compas et de l'équerre dans la franc-maçonnerie. L'orateur aborde le sujet de la signification de la lettre G dans la franc-maçonnerie ésotérique. Il explique que pour de nombreux francs-maçons, l'enseignement est superficiel et se concentre uniquement sur des notions basiques comme la géométrie ou Dieu. Cependant, il affirme que dans les degrés supérieurs de la franc-maçonnerie, le G représente le principe génératif, la création, la genèse. Il souligne l'importance de la volonté et de l'action dans la manifestation de ce principe. Il critique également la communauté du New Age qui encourage l'inaction et la passivité, empêchant ainsi le changement réel. Il conclut en affirmant que pour que de vrais changements se produisent, il est nécessaire d'agir dans le monde réel et d'éliminer de la conscience humaine l'idée selon laquelle le changement peut se faire sans action.